Donc voilà, ben, je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement donc pour faire les introductions et puis comme ça, les gens pourront se joindre au fur et à mesure. Donc, bien, bonjour à tous. Merci beaucoup là, de vous joindre ce midi à notre webinaire. Donc, ça va être notre dernier webinaire là, du côté de Mentorat Québec pour cette année. Donc, on a eu une programmation très riche cette année. Donc, on remercie là, tous les participants qui se joignent à nous. On avait pas mal d'intérêt pour ce webinaire spécial en collaboration avec nos collègues en France. Et puis, Guillaume, c'est bien pour cette année de Mentorat Québec, c'est-à-dire au mois de septembre, nous allons reprendre. Oui. L'année, on va dire, jusqu'à l'été, effectivement. Puis, il nous reste en fait notre assemblée générale la semaine prochaine là, pour ceux qui sont membres de Mentorat Québec ou qui veulent le devenir. Donc, on est en campagne de renouvellement ou d'adhésion là, en ce moment là, pour devenir membre de Mentorat Québec. Donc, le 15 juin prochain, notre assemblée générale. Et puis, donc, on salue là, tous les gens outre-Atlantique. J'ai même vu dans les inscriptions en Suisse aussi. Et puis, j'ai même des gens de ma famille en France qui se sont joints, qui s'étaient inscrits. Donc, j'ai même mis mon chandail de l'équipe de France pour l'occasion, alors pour vous encourager un petit peu. Alors, donc, alors voilà, donc on va pouvoir commencer. Et alors aujourd'hui, c'est ça, on a le plaisir de pouvoir organiser une première activité en collaboration avec EMCC France qui nous partagera un peu les connaissances au niveau là, de l'évolution du mentorat de leur côté. Et peut-être juste en introduction, donc on peut vous présenter juste Mentorat Québec pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc vraiment, la mission de Mentorat Québec, c'est de pouvoir promouvoir le mentorat sous toutes ses formes et être une référence pour les organisations qui souhaitent mettre en place une stratégie de mentorat à l'interne et aussi de participer au réseautage ou de faire connaître le mentorat ou tous les développements, les tendances. Donc, c'est pour ça qu'on est heureux de pouvoir s'appuyer sur la collaboration avec MCC France. Et donc, c'est ça. Donc, on avait eu une discussion récemment avec nos deux intervenantes parce que le mentorat est en pleine ébullition en France. Il y a beaucoup de nouvelles stratégies nationales qui ont été mises en place cette année. Et nous sommes vraiment curieux de pouvoir explorer éventuellement même les possibles avenues de collaboration pour que le Québec puisse s'inspirer justement de ce qui se fait en France. Alors, je vais pouvoir vous présenter Catherine Thibault, donc une de nos premières intervenantes, qui va peut-être va pouvoir vous indiquer un peu plus en détail qu'est-ce que EMCC, donc, qui est une organisation là, qui est présente à travers l'Europe. Donc, et Catherine Thibault, donc, est une psychologue et coach professionnel accréditée, qui est membre de la commission mentorat de EMCC France et qui a 20 ans d'expérience en entreprise et en cabinet dans les relations humaines et qui est auteur de Les clés d'un mentoring réussi aux éditions Studyrama. Et elle est aussi accompagnatrice d'entreprises, de réseaux et d'associations dans leurs initiatives de mentorat. Donc, on a vraiment le plaisir de pouvoir avoir Catherine avec nous. Et donc, il va nous faire une brève présentation de EMCC France pour pouvoir mieux comprendre leur action. Donc, Catherine, à toi. OK, donc je vais partager mon écran. Oui. OK, alors, voilà, c'est pas la bonne slide. C'est juste pas très fort de mon côté, je ne sais pas si c'est la même chose. Alors, ça marche là pour vous ou pas? Oui, on voit très bien. Oui, c'est bon? Oui. Bon, alors c'est tout de suite la deuxième slide, mais c'est pas grave. Tout d'abord, merci à Mentorat Québec de nous accueillir, Manel et moi. Donc, EMCC, qu'est-ce que c'est? C'est le Conseil européen du coaching, de la supervision et du mentorat, et c'est la plus importante association. Alors, j'ai enlevé voilà, ma caméra, que vous puissiez me voir quand même. C'est la plus importante association des acteurs et professionnels de l'accompagnement en France avec près de 3000 membres. Parmi les 3 associations qui représentent le coaching en France, EMCC en fait est la seule qui a intégré le mentorat dans son nom et dans son fonctionnement bien évidemment. C'est un point de rencontre entre tous les acteurs de l'accompagnement. EMCC France est affilié à EMCC Global qui est présent dans 26 pays.
et dont le rôle est de promouvoir, de recueillir et de développer les meilleures pratiques en matière de coaching, de mentorat et de supervision. Et là, je vous ai affiché les membres de la commission mentorat, dont nous faisons partie, donc Manel et moi-même. C'est une commission qui est composée de 11 membres et qui est animée par Lydia Afferbeau, qui est également au conseil d'administration de MCC France. Alors MCC en fait organise régulièrement des conférences, des ateliers, des formations, des groupes de réflexion, de recherche, d'échange de pratiques et des colloques. Et en France, donc le prochain colloque aura lieu le 1er et 2 octobre prochain. Et au programme, il y aura 2 ateliers sur le mentorat. Voilà pour la présentation de EMCC. On t'entend pas, Guillaume? Guillaume, ton micro est fermé. Pardon. Donc, merci Catherine. Et donc, justement, pour pouvoir justement aujourd'hui organiser en fait, on voulait que ce soit une présentation, mais aussi une discussion. On voulait que ça soit vraiment animé, puis on a beaucoup de choses à apprendre, mais aussi, on voulait que voir un peu justement les points de rencontre entre l'expérience en France et au Québec. Et donc, pour l'occasion, on a vraiment pensé tout de suite à Jennifer Petrella, donc, qui est une de nos expertes en mentorat au Québec. Et donc, Jennifer est aussi la gestionnaire du programme Accélérateur mentoral qui a été financé par le Secrétariat de la condition féminine du Québec. Et l'objectif est vraiment de pouvoir aider les entreprises à attirer, intégrer et retenir dans leur main-d'œuvre un plus grand nombre de femmes dans les emplois et métiers et professions à prédominance masculine. Et justement, donc l'accélérateur vient de conclure sa phase 1 qui a pu valider une trousse d'outils pour l'implantation de programmes de mentorat inclusif des femmes et des membres des groupes sous-représentés. Donc, on vient justement de débuter la phase 2 et qui s'est consacrée cette année à donner des conférences en entreprise sur le mentorat inclusif et le mentorat féminin et d'accompagner une cohorte d'entreprises dans l'implantation d'un programme de mentorat inclusif et aussi d'offrir des formations, des webinaires sur l'arrimage entre le mentorat, l'équité, la diversité et l'inclusion. Donc, des sujets qui sont en lien avec la présentation là, de nos partenaires en France. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur l'accélérateur, je vous invite à aller voir sur le site de Mentorat Québec là, la section qui est dédiée. Et donc, sans plus tarder, là, je passe la parole à Jennifer qui va pouvoir animer la discussion entre Manel et Catherine aujourd'hui. Donc, à toi, Jennifer. Super, merci beaucoup Guillaume. Et juste pour continuer sur le thème de Guillaume, donc sur l'accélérateur, je vous donne à tous nos participants un petit peu un avant-primeur de nouvelles. C'est que nous avons justement engagé pour la phase 2 une gestionnaire qui va prendre ma place, me laissant plus libre pour me concentrer sur le contenu. Donc, Guillaume a fait référence à notre site web, la page web de l'accélérateur. Vous aurez bientôt une annonce par rapport à cette personne-là. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez jouer avec nous au courant des deux prochaines années. Alors, moi, je suis très, très, très privilégiée d'être ici parmi vous aujourd'hui, d'avoir pour moi et pour nous les deux des personnes qui sont au cœur de la transformation de la culture mentorale dans la francophonie. Je vous lis tout de suite une citation qui m'a beaucoup saisie. Faire du mentorat le pilier d'une société d'engagement. OK? Je répète, faire du mentorat le pilier d'une société d'engagement. C'est l'engagement qu'a fait le gouvernement, l'administration française au mois de janvier. C'est toute une élévation du mentorat dans la société et je suis vraiment très, très heureuse de pouvoir apprendre de Catherine Thibault et de Manel Dardouri comment ça s'est passé, comment ça se passe maintenant et où est-ce qu'on croit que ça va mener. Donc, rapidement, un survol du déroulement aujourd'hui. Nous allons faire une très brève mise en contexte pour vous. Ensuite, nous aurons 25-30 minutes de discussion avec nos panélistes. Ensuite, nous avons réservé 10 minutes pour les questions des auditeurs et des auditrices. Donc, préparez vos questions si vous voulez les poser au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Guillaume va garder un œil sur ça. Nous avons réservé pour la fin 5 minutes d'idéation de conférences et de collaboration à suivre entre le Québec et la France, et pourquoi pas plus loin, ça se peut. On a même de l'intérêt du Burkina Faso qu'on vient de voir. Donc, oh, c'est parfait. Donc, on peut l'élargir à la francophonie même.
La francophonie inclut la Burkina Faso et nous avons beaucoup de Burkinabés ici à Montréal. Donc, bienvenue à l'auditeur ou l'auditrice burkinabèse. Donc, oui, c'est ça. Donc, préparez votre liste de souhaits pour les collaborations futures. On ne vous fait pas de promesses, mais on est prenant pour vos idées. Et puis, bon, voilà. Et puis, on va finir tel que prévu à 13 heures. Ça va être très difficile, mais nous allons faire de notre mieux pour respecter l'heure. Alors, la mise en contexte. Donc, en 2020 a été menée une vaste étude qualitative sur l'état du mentorat en France. Des douzaines d'entrevues réalisées partout au pays pour répertorier des pratiques dans les écoles, les universités, les entreprises, les réseaux d'entrepreneurs et les cabinets spécialisés dans le but de rendre compte de la progression du mentorat en France et récolter des suggestions pour le développer davantage. Okay? Une étude absolument fascinante. Je me suis permise de vous montrer un peu de, juste une page, il y a comme 66 pages, à moins que je me trompe, une page qui explique, qui catégorise les compétences nécessaires pour faire du mentorat selon si on est junior, si on est senior, etc. Fascinant, fascinant. Alors, je vous félicite, mesdames, d'avoir conceptualisé et mené cette étude. Donc, voilà. C'est Manel Dardouri qui est l'autrice principale, la chercheuse scientifique principale de l'étude. Nous allons l'écouter tantôt. Ceci dit, il y a quelques mois seulement, au mois de mars, le président Emmanuel Macron a lancé le projet Un jeune, un mentor, qui vise à jumeler 100 000 jeunes à un ou une mentor avant la fin de l'année et de doubler ce chiffre d'ici à la fin de 2022. Donc, c'est un projet ambitieux, financé à la hauteur de 30 millions d'euros. Il s'appuie sur un modèle de partenariat public-privé. Comme je vous l'ai dit tantôt, le mentorat prend son envolée, comme le dit notre titre en France, et on est très, très curieux de ce côté de l'Atlantique pour en apprendre plus. Donc, nous allons commencer par l'étude. Je vous présente Dr. Dardouri. Donc, Manel Dardouri est docteur en sciences humaines. Elle est membre de la commission mentorat de l'EMCC France. Elle est représentante du mentorat à l'EMCC international. Elle est chercheuse scientifique et consultante senior chez Square Management, donc un groupe de conseil international en management d'entreprise. À vous la parole, Manel. Merci beaucoup Jennifer pour cette belle présentation. Merci. Donc ce que je vais faire dans la continuité de ce que Jennifer vient d'évoquer, je vais partager avec vous mon écran. Hop. Voilà. Donc vous voyez bien mon écran? Très bien. Donc, je vais, dans un premier temps, vous pouvez remarquer d'ailleurs que je vous ai mis le lien de l'étude dans le chat. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller sur ce lien, à télécharger le document si vous souhaitez, et puis à nous faire part de vos commentaires, de vos interrogations par la suite. On va avoir un moment de questions-réponses et de partage fascinant. Donc, je voudrais peut-être dans un premier temps vous préciser le contexte dans lequel cette étude a été menée. L'EMCC France, elle avait réalisé une première étude sur le mentorat en 2015, donc une première étude qui était d'ordre exploratoire, qui présentait brièvement l'état du mentorat et dans le monde et en France. Suite à cette première enquête en 2015, il y avait donc une deuxième demande qui est celle de 2020, à l'aune du développement des pratiques de mentorat, de l'émergence des différentes formes de mentorat que l'on va avoir ensemble par la suite. Il y a eu donc ce besoin tout simplement d'en savoir plus. Donc c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, que le MCC France a fait appel à moi pour avoir donc co-construire ensemble une étude sur le mentorat, sur l'état du mentorat dans le territoire français. Donc, cette étude a été co-menée avec, au sein de l'équipe de la communauté de mentorat de l'EMCC France. Et on a pu
produire dans un premier temps une sorte de base de données de 90 personnes, 90 contacts et d'entreprises et de particuliers qui tout simplement œuvraient pour le mentorat en France. Donc, suite à cette première base de données de 90 interlocuteurs, j'ai pu mener des entretiens semi-directifs, donc ce sont des entretiens qualitatifs avec 36 personnes. Dans ces 36 personnes, on peut retrouver différents types de structures, telles que les entreprises. Donc, on a eu à peu près 7 entreprises. Dans ces entreprises, on peut retrouver 5 groupes nationaux et internationaux. On a eu également une structure qui était plutôt structure administrative publique, et on a eu également une PME. Il y avait 3 startups, donc ce sont 3 startups qui ont un fort potentiel de développement, qui œuvraient aussi pour le mentorat, que ce soit des startups qui proposaient des formations, des e-formations au mentorat, ou qui proposaient tout simplement des plateformes d'appariement de mentorat avec des algorithmes bien construits. Et ensuite, on a eu 7 associations, donc ce sont des associations à but non lucratif qui œuvraient encore une fois pour le mentorat. On ira un peu plus dans les détails tout à l'heure. Et enfin, donc, j'ai pu échanger avec 19 personnes appartenant à des cabinets de conseil. Donc, c'était soit des petites structures, voire des structures unipersonnelles, où les personnes étaient tout simplement en lien direct avec des programmes de mentorat. Autrement dit, soit ces personnes proposaient dans leur offre de formation un programme de mentorat construit et bien développé, soit ces personnes participaient et contribuaient à des programmes de mentorat à titre bénévole. Évidemment, pour assurer la qualité des entretiens et une sorte de cohérence, il y a eu une grille de questionnement, donc une grille d'entretien qui était co-construite aussi avec les personnes donc, de la commission mentorat de MCC France. Et dans cette grille, on a eu des variables communes, comme par exemple, quelle est la définition du mentorat d'après vous, quelle est la cible à laquelle le mentorat s'adresse, quels sont les objectifs du mentorat, quelles sont les différentes étapes d'un programme de mentorat. Donc, c'était une grille de questionnement qui était cohérente et qui assurait la qualité de ces entretiens qui duraient à peu près entre 1 heure et 1h30. Voilà, c'était vraiment des échanges téléphoniques et des échanges visio, notamment en visioconférence, qu'on a pu mener durant la première période de confinement en France. Un des résultats assez importants, c'était la co-construction d'une définition du mentorat. Donc, cette définition qui est officielle, que vous pouvez retrouver sur le site officiel de MCC France. Donc, c'est une définition qui était partagée par les interviewés, par les interlocuteurs, et qui assurait tout simplement que la relation mentorale était bien une relation de partage entre un mentor et un mentoré, ou un menti, tout dépend des entreprises. Je souhaiterais d'ailleurs préciser que la notion de mentorat en France, ou l'expression de mentorat est plutôt, on fait souvent référence au mentoring, plus au mentorat. Cela nous vient évidemment des pays anglo-saxons, mais j'ai dû remarquer au début que les personnes, en tout cas, me parlaient plus du mentoring et du menti que du mentoré et du mentorat. Aujourd'hui, au vu du développement de cette pratique mentorale, on observe que les personnes ont tendance à dire mentorat. Voilà, donc ça commence vraiment à se développer avec un vocabulaire plus francophone, je dirais. Alors, quelle est la typologie des populations, des personnes qui contribuent à ces programmes de mentorat et qui participent à ces programmes de mentorat. Donc, je vais passer brièvement sur cette typologie-là, mais vraiment, n'hésitez pas par la suite à me faire part de vos interrogations ou commentaires, hein, tout simplement. La première typologie, le premier type qu'on va retrouver de population, c'est le plus classique, c'est un peu la population scolaire. Ce sont les étudiants, les doctorants, les personnes scolaires et universitaires, les alumni des écoles de commerce,
des écoles doctorales évidemment, des universités tout simplement qui vont mettre en place des programmes de mentorat qui ressemblent plutôt à des programmes de parrainage. Par la suite, on va retrouver des programmes de mentorat au sein des entreprises. Là, c'est plutôt essentiellement des grands groupes qui vont avoir une facilité à mettre en place un programme de mentorat avec des ressources humaines pour le lancement, pour le suivi, pour l'évaluation, pour l'appariement par la suite. Donc, c'est un programme de mentorat qui va être au profit des salariés où on va retrouver un senior ou une personne senior qui va accompagner une personne junior dans le développement de sa carrière. Donc, c'est assez classique. Ensuite, on va retrouver les personnes en risque d'exclusion. Là, ça fera plutôt appel à des programmes de mentorat dans des structures associatives. Essentiellement, on va retrouver des programmes de mentorat pour les femmes ou des programmes de mentorat pour les personnes issues de la diversité, à titre d'exemple. Et enfin, on va retrouver les programmes de mentorat pour les entrepreneurs. Donc, cette population d'entrepreneurs se développe de plus en plus avec des formes de mentorat qui sont assez exclusives. Je détaillerai cela tout à l'heure. Mais les entrepreneurs aujourd'hui occupent une place évidente et de plus en plus visible sur le marché, si je me permets le terme, sur le marché des pratiques mentorales, tout simplement. Donc, une fois qu'on a vu ces différentes populations, il est temps d'aller vers les formes de mentorat qui émergent. Donc, quelles sont les principales formes qu'on retrouve? Docteur Darduri, moi, j'avais envie de vous proposer de passer au prochain parce que nous sommes en retard et puis je pense que notre public, ils sont plus ou moins familiers. D'accord, ok. Donc, dans ce cas-là, suite aux différentes formes et populations, on a retrouvé que certains éléments communs émergent dans l'étude. Ces éléments communs, par exemple, c'est la nécessité de prédéfinir un objectif dans un programme de mentorat, d'avoir une cible, aussi de fixer une durée avec une échéance, avec tout un système d'évaluation du programme de mentorat par la suite. Le fait aussi d'avoir un suivi régulier. Donc, quel type de suivi on voudrait mettre en place? Est-ce que, par exemple, on voudrait une session de mi-parcours et par la suite, on va faire des entretiens ou des échanges téléphoniques avec les mentors d'un côté et les mentorés de l'autre? Ça aussi, c'est un élément qui était commun, qui a émergé. La notion de formation, en général, on retrouve que les mentors sont naturellement formés ou plutôt sensibilisés au mentorat, mais il y a une minorité d'entreprises qui proposent des formations et des séances de sensibilisation au mentoré également. Donc ça aussi, c'est un élément qui a pu émerger. Et enfin, la notion de bilan ou d'évaluation à la fin. Est-ce qu'on va pouvoir mettre en place des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs de la relation mentorale, du programme mentorat? Donc, parmi ces éléments communs, il y a eu évidemment des bonnes pratiques et aussi des pratiques innovantes, comme à titre d'exemple, et là je passe brièvement, le fait de mettre en place un comité mentoral. Donc, au début, le comité mentoral, c'est un ensemble de personnes qui vont se retrouver autour d'une table pour dire comment on fait un appariement en toute neutralité. Donc, je ne vais pas faire un matching parce que je connais le mentor et je connais le mentoré ou la mentorée, mais plutôt on va le faire parce qu'on a une base qui est un questionnaire à titre d'exemple, qui est un objectif prédéfini, qui est un besoin aussi exprimé et de la part du mentor et de la part du mentoré. Donc ça, c'est une pratique parmi d'autres. On peut aussi retrouver des témoignages pour la phase d'évaluation à la fin. On peut clôturer une promotion de mentorat avec des témoignages des mentors et des mentorés. Et cela permettrait aussi d'ailleurs de lancer une prochaine vague de mentorat, donc d'attirer peut-être d'autres mentors et ça permet d'appuyer la visibilité d'un programme mentoral au sein d'une entreprise ou au sein d'une structure associative. Donc, le dernier élément que je voulais partager avec vous, donc cette étude, elle a été co-construite, coproduite avec les membres de la commission mentorat au sein de MCC France.
Suite à cette étude, il y a eu un ensemble d'interrogations qui ont pu émerger. Par exemple, le mentorat, est-ce qu'il s'agit d'une simple posture, on est mentor ou on est mentoré, ou est-ce qu'il s'agit d'un métier à part entier qui se développe aujourd'hui? Quelle est la distinction qu'on peut faire entre le coach et entre le mentor? Est-ce qu'on peut parler d'un coach mentor, donc une personne qui est coach, qui est professionnelle de coaching, qui voudrait aussi être sensibilisée au mentorat par la suite. Donc cela nous mène tout simplement à des chantiers qu'on a commencé aujourd'hui au sein de la commission mentorat de MCC France, où on est en train de définir les contours d'une pratique mentorale. On commence par exemple par une définition à l'échelle nationale de la pratique mentorale, aussi une co-construction d'un référentiel de compétences spécifiques à la relation mentorale, des compétences du mentor, des compétences du mentoré, quelles sont les qualités que l'on recherche au sein de ces personnes-là, chez ces personnes-là, et puis comment on va pouvoir promouvoir le mentorat. Je tiens aussi à préciser que le MCC France, donc le MCC se développe sur une échelle plutôt internationale. Avec le MCC France, on retrouve aussi le MCC dans d'autres pays, et on a mis des séances de travail, des groupes de travail communs pour harmoniser la pratique mentorale dans un périmètre mondial, tout simplement, pour partir, on va dire, d'une base commune, d'un socle commun, avec un référentiel de qualité ou de compétences spécifiques à la relation mentorale, au mentor et au mentoré. Alors, je pourrais développer évidemment d'autres éléments en fonction des demandes de nos participants. Oui, excellent. Ben, je suis contente que vous nous laissez un peu la place parce que je vais être très égoïste et je vais la prendre pour moi le temps que Guillaume m'interrompe. Est-ce qu'on peut revenir au slide avant, s'il vous plaît? Mm-hmm. Oui, c'est ça. Les bonnes pratiques. Donc, j'étais en train de regarder pour voir. Il y a certaines bonnes pratiques qui sont communes au Québec. Je ne propose pas de m'attarder là-dessus, apparemment participatif ou assisté. On en a discuté ici, par exemple. Est-ce que vous pourriez nous parler d'ateliers de co-développement? Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors aujourd'hui, ce qu'on retrouve, notamment pour le mentorat des entrepreneurs, par exemple, on va retrouver le mentorat qui est un levier parmi d'autres dans un programme de formation. Donc le mentorat, ça va s'intégrer dans un parcours de formation et ça va développer tout simplement certaines compétences pour les mentors, pour pouvoir les accompagner. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'on peut proposer entre mentors un atelier de co-développement, un atelier de réflexion entre mentors ou un atelier de co-développement entre mentorés. C'est une pratique qui est commune qu'on va retrouver pour le mentorat des entrepreneurs qui par ailleurs devient un mentorat d'affaires. C'est une forme de mentorat qui est rémunérée. Donc on va attribuer un mentor à un entrepreneur qui va commencer et qui va développer son activité entrepreneuriale. Et on retrouve aujourd'hui en France d'ailleurs une certification. Je me permets juste de revenir peut-être sur les principales formes. Et c'est la dernière forme de mentorat qui émerge aujourd'hui, qui se développe davantage. C'est le mentorat d'affaires, où on va retrouver une certification pour les mentors. Afin de pouvoir certifier ces mentors, certaines structures, comme par exemple un cabinet qui s'appelle Adinvest International, vont pouvoir accompagner le mentor dans sa certification avec des ateliers de co-développement, avec une pratique de référent. Donc le mentor qui débute, il va avoir une sorte de référent pour intervenir dans des missions de mentorat assez précises et par la suite pour pouvoir cocher toutes les cases tout simplement d'une certification qui est une certification européenne qui s'appelle MentorCert qui existe aujourd'hui. Et ce forme de mentorat, il est rémunéré, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est un mentorat qui est rémunéré. On va donc rémunérer le mentor. On va avoir un contrat, tout simplement, c'est assez classique. C'est un contrat avec des objectifs parfois, avec une rémunération, avec une durée bien déterminée,
où le rôle du mentor, il est identifié, mais le mentor, il va avoir la même posture qu'un mentor bénévole. Donc, c'est une personne qui est senior, qui va avoir à peu près en moyenne 20 ans d'expérience, qui a pu occuper auparavant des postes en management, des postes aussi opérationnels, et donc qui va pouvoir partager et donner un retour d'expérience à l'entrepreneur qui va débuter. Donc ça, c'est un mentorat, ce qu'on appelle business mentoring ou mentorat d'affaires, qui se développe davantage, notamment dans des structures d'accompagnement d'entrepreneurs ou dans des cabinets de conseil aussi. On retrouve cela aujourd'hui. Et quand vous parlez de cet effort européen d'harmoniser la pratique mentorale, est-ce que cela vise aussi le mentorat d'affaires, la pratique? Alors, l'objectif, c'est de définir le contour d'une pratique mentorale, qu'il s'agisse d'une pratique bénévole ou rémunérée. Ça, ce n'est pas forcément le sujet. L'idée, c'est plus de dire quelles sont les compétences, quelle est la posture qui est nécessaire afin d'éviter et d'empêcher les dérives d'une pratique mentorale, pour ne pas être dans la dépendance, par exemple, entre mentor et mentoré. Par la suite, quelle est la forme exacte ou quelle est la typologie de la pratique, qu'elle soit rémunérée ou pas, tout dépendra un peu, encore une fois, de l'objectif de la relation mentorale et surtout de la forme que les personnes voudraient avoir ou s'approprier. C'est très intéressant. On pourrait continuer longtemps, Manel, mais ça nous mène déjà dans le champ d'expertise de Catherine Thibault, si on veut, parce que tout à fait. On parle justement de cet encadrement de mentors, et puis là, on parle de 100 000 mentors dans une année et 200 000 dans 2 années. Alors, je suis impatiente de vous entendre, Catherine, nous présenter un jeune mentor dans ce contexte-là. Chère Catherine, j'arrête mon partage ou tu... D'accord, non, tu arrêtes ton partage, je vais passer le mien. Et désolée pour tout à l'heure, il semble que vous ne m'ayez pas très bien entendu. Est-ce que vous m'entendez bien là, tout le monde? Ça va? Ok. Donc, je vais moi-même partager mon écran pour vous parler donc de cette opération spécifique. Voilà. Du mentorat pour les jeunes. Alors, le mentorat pour les jeunes, déjà, très souvent, on l'appelle en France plutôt le mentorat social ou sociétal, ou encore inclusif, en fait, parce qu'il est destiné à des publics d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes qui peuvent être en situation d'inégalité, soit pour des raisons d'origine géographique ou raciale ou familiale, ou des situations économiques précaires, ou qui rencontrent des difficultés particulières d'apprentissage, ou qui sont encore porteurs de handicap parfois. Donc, dans ce type de mentorat, d'ailleurs, on utilise beaucoup plus souvent en France le mot de parrain plutôt que le mot de mentor. Mais c'est en train de changer avec cette nouvelle politique gouvernementale. Donc, je vais vous raconter comment, en quelques mois seulement, c'est assez extraordinaire, ce mentorat des jeunes est devenu une politique publique grâce à la mobilisation intense de 8 associations qui œuvrent donc dans ce domaine. Alors là, je vous ai mis quelques chiffres en fait de la situation des jeunes en France, qui n'est pas brillante puisqu'on a un taux de chômage de 22%. Un des plus élevés en Europe. Pour vous donner un élément de comparaison, le taux de chômage des adultes est environ 9%, ce qui n'est déjà pas très glorieux, mais pour les jeunes, c'est encore pire. On a 450 000 décrocheurs de l'école par an. Donc, c'est un phénomène qui est compliqué pour nous. Et de plus, l'apprentissage, qui est un mode d'acquisition des connaissances et de diplômes qui consiste à être à la fois à l'école et chez un employeur, où on a une forme pratique, était assez mal vu jusqu'à ces dernières années en France, considéré un peu comme une voie de garage. Alors, bien heureusement, la loi Avenir professionnel est passée par là en 2018. Elle a déjà ouvert beaucoup plus les possibilités et simplifié les dispositifs pour l'apprentissage, et donc donner aussi des aides aux entreprises assez importantes pour les entreprises qui accueillent des jeunes. Donc ça a été un premier pas qui a permis du coup en 2 ans d'avoir 40% de jeunes en plus en apprentissage. Ça veut dire 500 000 jeunes qui étaient en apprentissage en 2020, ce qui est un résultat quand même assez remarquable. Par contre, évidemment, 2020, le Covid est passé par là.
Et je dois dire que c'est vrai que les jeunes ont payé le prix fort, hein. Discontinués dans les études, vie sociale et amicale empêchée, très grande difficulté bien sûr à trouver des stages et des jobs alimentaires pour les étudiants, hein. Et donc le gouvernement a mis en place un accompagnement pour les entreprises avec des aides financières pour recruter des jeunes et a élaboré cette plateforme que je vais vous montrer après, qui s'appelle donc Un jeune, une solution, où un jeune donc peut aller pour trouver ce dont il a besoin. Alors, je vais passer à la slide suivante pour revenir un peu en arrière, 29 janvier 2020 exactement, dans le journal Le Monde, qui est le plus grand quotidien français, et dans le journal du dimanche, qui est le plus grand quotidien de week-end, un appel de 8 associations pour que le mentorat soit reconnu comme une politique publique. Alors, leurs arguments, c'est quoi? C'est de dire que les bénéfices des accompagnements aujourd'hui ne sont plus à démontrer en termes de capacité d'apprentissage, d'orientation, de confiance en soi, d'insertion professionnelle pour les jeunes, mais aussi en termes de bénéfices pour les mentors qui se disent également transformés, sans compter la prise de conscience des inégalités de la société française. Leur appel, alors, c'est élargissons l'accès à un mentorat de qualité à un plus grand nombre de jeunes. Ils avaient recensé à l'époque entre 30 000 et 40 000 jeunes qui étaient accompagnés par leurs associations et ils appelaient le gouvernement à développer une politique pour atteindre 100 000 mentors à fin 2021. Autrement dit, comment on passe de quelque chose qui marche bien à quelque chose qui va transformer la société. Alors, quelques mots peut-être sur le collectif. Je vous donne 2-3 exemples d'associations. La FEV, par exemple, qui est l'association de la Fondation étudiante pour la ville, mobilise quelques heures chaque semaine 9000 étudiants dans différentes villes en France pour accompagner des élèves de la maternelle au lycée. Et l'accompagnement, bien sûr, il n'est pas seulement scolaire, hein, il est transversal, il est culturel, il est social. C'est, comme le disait Virginie Church-Duplessis dans votre séminaire précédent, c'est un pont avec les adultes, les parents et puis l'environnement au sens large. Nos quartiers ont des talents, une autre association, accompagne des jeunes qui sont Bac+5, qui sont primo-accédants à l'emploi et qui risquent d'être discriminés en fonction de leur lieu d'habitation ou bien de leur origine sociale ou raciale. Article 1, qui aide à l'orientation et soutient des lycéens jusqu'à Bac+5. Toutes ces associations, en fait, elles ont des valeurs communes, hein, de justice, de liberté, d'égalité. Et elles entendent lutter contre les discriminations. Alors, cette tribune, elle a été entendue par le gouvernement. Et en janvier 2021, le collectif Mentorat, qui s'est formé sous forme de collectif en décembre, a tenu ses premières assises du mentorat des jeunes. C'était une journée dédiée avec le soutien et la présence de plusieurs ministres, secrétaires d'État, la jeunesse, la politique de la ville, l'emploi, l'insertion, l'égalité des chances, l'égalité homme-femme. Et s'en est suivi cette fameuse annonce de la politique du mentorat avec des moyens associés. Alors maintenant, je vous montre cette fameuse plateforme. Donc vous voyez que c'est une plateforme qui est très ludique, hein. On clique juste sur les boutons. Donc le « Je suis un jeune et je cherche ». Par exemple, je postule un job, je postule un stage, je participe à un événement, par exemple un forum pour l'emploi. J'accède aux aides qui me sont dues, par exemple des aides alimentaires, du soutien pour la santé. Je cherche une formation, je m'engage pour une mission de service civique, ce que vous voyez apparaître là. Je souhaite entreprendre, je finance mon permis. Et dorénavant, eh bien, ces jeunes, ils peuvent cliquer sur un nouveau bouton qui a été ajouté, qui s'appelle « Je veux qu'un mentor m'accompagne », qui amène sur une plateforme dédiée où sont répertoriées toutes les associations qui proposent du mentorat. Donc l'intérêt, c'est de constituer une sorte de plaque tournante, laquelle va répartir les demandes des jeunes en fonction de leur âge et de leurs besoins. Ils remplissent un petit questionnaire en précisant leurs besoins. Et de la même façon, les entreprises peuvent déjà, hein, puisqu'elle a été lancée au 1er avril, donc vous voyez que ça a été très très rapide. Donc les entreprises peuvent évidemment télécharger leurs offres et puis les mentors bénévoles peuvent s'inscrire sur la plateforme. Ils renseignent leurs caractéristiques pour être contactés rapidement
par des associations actives sur le mentorat. Alors, l'appel à projet pour financer les associations, pour les aider à grandir, en fait, a été lancé en mars. Le premier résultat, donc c'est 30 millions au total, dont 16 millions viennent d'être attribués. Donc, il y a eu un communiqué de presse là, le 25 mai du gouvernement pour nous dire que donc au gouvernement, c'est particulièrement le ministère du Travail, de l'Insertion et le ministère de l'Éducation qui sont coacteurs de cette politique et qui ont donc en fait accrédité, on peut dire ça comme ça, ou agréé un certain nombre d'associations et qui s'engagent en accueillant des fonds, évidemment, à atteindre un certain nombre de mentorats dans l'année. Par exemple, article 1, dont je vous ai parlé, grâce aux fonds touchés, a un objectif de passer de 12 000 jeunes suivis à 20 000 jeunes. Alors, dans les critères du gouvernement, l'attention était particulièrement arrêtée sur les acteurs qui accompagnent en priorité des jeunes issus de milieux modestes, des quartiers sensibles, des quartiers prioritaires de la ville. Et l'idée, c'est moins d'inventer quelque chose de nouveau que vraiment de fédérer, de soutenir, de démultiplier toutes ces initiatives qui existaient parfois depuis déjà très très longtemps, certaines associations étant déjà connues depuis très longtemps. Alors, le communiqué de presse du gouvernement fait état en fait de 22 associations accréditées. Et donc là, vous vous dites, c'est bizarre parce que tout à l'heure, Catherine Thibault nous a parlé de 8 associations. Eh bien, ce qui se passe, c'est que le collectif, et ce sera ma dernière slide pour laisser la place aux questions, le collectif qui était de 8 associations est passé du mois de janvier 2021 à maintenant à plus de 20 associations qui font partie de ce collectif, qui sont montées dans ce collectif. Alors le collectif, d'ailleurs, qui n'avait qu'un seul salarié, est en train de recruter des chargés de mission pour l'aider évidemment à être au rendez-vous de l'ambition qui est maintenant donnée. Donc vous voyez quelques logos de ces associations. Et donc le collectif s'est aussi doté de critères d'entrée. Et ces critères d'entrée, c'est intéressant de noter que le gouvernement les a repris en tant que tels dans son appel d'offres, dans son appel à projet. Il y aura un deuxième appel à projet en septembre. Donc, il a repris ces critères dans son appel à projet et ces critères, ils sont en passe de devenir en fait un label national du mentorat des jeunes. Et voilà. Donc, c'est fascinant, c'est absolument fascinant, Catherine. J'étais fascinée par Manel, maintenant je suis fascinée par vous. Est-ce que c'est comme si le MCC se positionnait à cette débouchée avec cette déclaration en janvier 2020, puis ensuite le gouvernement a annoncé la politique en mars 2021. Qu'est-ce qui s'est produit dans ces 14 mois-là pour que cet essor ait pu avoir lieu? Alors, comment répondre à ça? C'est un ensemble de choses, en fait. D'abord, je pense que c'est vraiment formidablement l'engagement sociétal de plusieurs présidents d'associations qui ont trouvé pertinent de se rassembler en fait ensemble. Et certains d'entre eux ayant une oreille déjà attentive du gouvernement. Il y avait un représentant de la jeunesse qui était Gabriel Attal, qui a maintenant quitté qui a pris d'autres fonctions au gouvernement, qui les a soutenus. Donc, ils ont pu, au fur et à mesure, en fait, d'abord faire connaître le mentorat, parce que je pense que le gouvernement n'était pas du tout, je dirais, très au courant même de qu'est-ce que c'est le mentorat. Et de plus, comme on utilise beaucoup le mot parrain, en fait, ce n'était pas si clair. Donc, le fait d'être ensemble, de bien spécifier ce qu'est le mentorat, de l'expliquer, d'en montrer aussi évidemment les résultats. Et il se trouve que nous, en fait, c'est un peu parallèle la démarche de EMCC, parce que l'étude sur l'état du mentorat en France à EMCC s'est menée donc en 2020, pendant que le collectif était en train de se constituer. Donc, vous voyez, c'est deux démarches parallèles qui, en fait, font résonance. Donc, nous, notre rôle à EMCC, c'est surtout de collecter les bonnes pratiques, de les faire connaître, de le promouvoir et de promouvoir le mentorat.
Donc, voilà, on est en lien avec eux, on s'est beaucoup entretenu avec le collectif, voilà, et chacun fait résonner ce qu'est le mentorat. Et je dois dire qu'en quelques temps, le mentorat, d'un seul coup, paraît accessible à tout le monde. Alors après, on peut rêver d'une société idéale où pas seulement les jeunes qui sont en difficulté, mais aussi tous les jeunes, hein, comme le disait Virginie Church-Duplessis l'autre jour. On rêve d'une politique de mentorat universelle. Oui, c'est ça. Et puis, comment est-ce que le recrutement, comment ces organisations-là, ils ont eu des critères d'entrée, il y a eu plusieurs nouveaux qui se sont entrés. Vous nous avez fait comprendre que le nombre est allé de 12 à 20. Par contre, ce sont tous des organisations établies et il y en avait plusieurs parmi eux qui étaient déjà des experts en mentorat. On peut penser qu'ils faisaient déjà des campagnes de recrutement des mentors. Donc, mais là, du coup, on veut tripler, on veut monter de 10 fois le nombre de mentors. Alors, comment est-ce que cela se passe? Est-ce que c'est là où vont les 30 millions? Quel est le phénomène? Alors, sur le plan des financements, d'abord, sur les associations qui existent déjà, elles ont déjà des financements publics-privés généralement. Peut-être qu'elles sont subventionnées, par exemple, par les directions de recherche de l'emploi départementales, si elles sont départementales, par exemple. Elles ont souvent des partenariats avec des entreprises qui, à la fois, leur donnent de l'argent et en même temps, leur proposent d'avoir des mentors qui sont en entreprise. Ça, c'est très fréquent, en fait, hein. Par exemple, On le fait prenons... ici aussi. Hein? C'est une façon Voilà, d'avoir ici, parfois, c'est parce qu'on est à la recherche de la main-d'œuvre, dans le fond. c'est ça. Donc, par exemple, on peut parler de Orange, qui est notre entreprise de télécommunications importante en France, qui participe à Capital Phi. Capital Phi, c'est une des associations qui a été, qui a bénéficié de fonds dans le cadre de l'appel à projet par le gouvernement. Donc, Capital Phi, ce sont des marraines, vous voyez, on dit marraines là, donc des femmes qui vont aller dans les lycées, au niveau du collège des lycées, pour parler en fait des métiers que peuvent faire les femmes, pour éviter que les jeunes filles en fait ne se mettent des barrières et qu'elles s'autorisent, en voyant des rôles modèles, elles s'autorisent en fait à aller plus loin. Et puis les marraines deviennent aussi donc marraines individuelles de ces jeunes femmes pour les accompagner au fur et à mesure et les encourager à continuer dans des études supérieures et aussi des études supérieures parfois techniques parce que souvent les filles se mettent aussi des barrières sur les carrières plutôt techniques. Donc ça, c'est sur le financement, je dirais, courant des associations. Mais on comprend bien que pour passer de 12 000 à 20 000, il va falloir mettre des moyens supplémentaires, c'est-à-dire des salariés en général, pour organiser les choses, etc., aller chercher d'autres partenariats, etc. Donc le financement de l'État, il sert à ça, c'est-à-dire soit à consolider, soit à développer, donc recruter du personnel, former des mentors, aller chercher par exemple des experts coachs pour former des mentors, ça peut être par exemple un moyen de mieux fonctionner, et puis faire des campagnes de communication. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, Jennifer? Ça répond, c'est très, très intéressant, c'est bien pensé. Manel, 90 entrevues qualitatives, c'est beaucoup, mais maintenant, le bassin de données vient de se multiplier. Alors, probablement que vous, en tant que chercheuse scientifique, vous êtes très, très heureuse pour ça. Comment est-ce que vous l'abordez? Je me permets peut-être de rajouter un complément à la réponse de tout à l'heure par rapport au pourquoi, par rapport au timing, pourquoi maintenant. Je pense que la crise sanitaire aussi de la COVID-19 était un levier qui accélère la visibilité du mentorat, car le plan de mentorat s'intègre aussi dans une politique de solidarité COVID-19, où finalement il y avait plusieurs jeunes se sont retrouvés en isolement. Et donc, la pratique mentorale, elle vient un peu en appui, tout simplement, à ces jeunes-là. Et ça se comprend, c'est visible davantage, car toute la politique mentorale, et notamment l'appel à projet qui a été lancé, s'adresse aux jeunes entre 15 et 30 ans.
Donc, c'est vraiment dans une stratégie, ça répond à une stratégie de solidarité. Maintenant, pour répondre à votre deuxième question, donc moi, avec ma casquette de chercheuse, évidemment, je me réjouis de ce développement des pratiques mentorales. Je pense que avec cette nouvelle visibilité, avec ces nouvelles formes d'appropriation du mentorat, il y aura aussi une émergence d'autres types de pratiques. Donc, on a parlé tout à l'heure du mentorat, par exemple, rémunéré, qui se développe davantage. Depuis la crise aussi, on a de plus en plus dans les structures d'accompagnement. Et je suis convaincue qu'il y aura d'autres pratiques qui vont émerger. Il y a, par exemple, de plus en plus de coachs certifiés professionnels aujourd'hui qui sont davantage sensibilisés aux pratiques de mentorat ou qui sont tout simplement sollicités pour venir faire la formation au début d'une pratique mentorale. Donc ça, c'était une offre qui n'existait pas avant, qu'on retrouve aujourd'hui au sein des cabinets de coaching et même des cabinets de conseil. Donc oui, je crois que les formes d'appropriation de mentorat vont se diversifier. Les types des programmes de mentorat vont se diversifier et on parle aussi de plus en plus de mentorat en ligne et de mentorat à distance. On retrouve évidemment des plateformes d'algorithmes de matching et d'appariement, mais il y a aussi des plateformes où on retrouve que du mentorat en ligne. Cela a toujours existé, mais aujourd'hui, ça se développe davantage parce que, évidemment, tout se fait en visio. La majorité, en tout cas, des réunions aujourd'hui prennent cette forme de visioconférence et donc on est plutôt dans l'acceptation de ces formes en distanciel et évidemment il y a pas mal d'accompagnement sur mesure qui se fait aujourd'hui à distance. Donc voilà, je trouve qu'il y a cette diversification. Qui dit diversification dit amélioration, développement et richesse, mais dit aussi attention, vigilance des dérives. D'où la nécessité, encore une fois, de ce qu'on fait au sein de la commission mentorat, de définir les contours de la relation mentorale, des pratiques de mentorat, de la posture des mentors et la posture du mentoré. Donc cela vraiment est fondamental aujourd'hui et notre exercice est très, très important dans le sens où il va contribuer à ce qui existe d'ores et déjà, à ce qui se développe d'ores et déjà, que ce soit en France ou ailleurs. C'est fascinant. Nous avons là le sujet pour 3 ou 4 autres interventions ou conférences même. C'est au tour de Guillaume de nous parler des questions, puis des auditoires et aussi des idéations pour l'avenir, justement. Guillaume. Oui, ben, merci Jennifer. Puis ben, justement, il y avait une question d'un participant, puis il y a Yvon qui a rebondi dessus. Puis c'était aussi un sujet que j'étais curieux d'entendre nos deux intervenantes. Là. Parce que c'est sûr que peut-être au Québec, ou en tout cas à Mentorat Québec, il y a l'idée que le mentorat, c'est une forme de pratique sans rémunération. Donc, je sais qu'il y avait des questionnements par rapport justement, comme vous avez mentionné justement que bon, c'est peut-être plus spécifique au mentorat d'affaires, mais comment ça s'établit la pratique avec le mentorat qui est rémunéré versus le coaching? Donc, peut-être un peu nous spécifier en tout cas, votre perspective. Tu réponds, Manel, ou je réponds? Alors, je te laisse répondre et je ferai des compléments. Et en attendant, je vais répondre à une question dans le chat en remettant la définition du mentorat. Voilà, oui, merci. Voilà, peut-être que la présentation, vous pourrez aussi la faire passer aux personnes qui Oui. sont en ligne, sans souci. Et puis, on pourra aussi donner la définition en fait, du mentorat qui a été retenue par le collectif mentorat pour rentrer, c'est un des critères, hein, de partager la même définition du mentorat et qui a été reprise par le gouvernement dans le label. On pourra dire un mot du label si on a le temps. Donc oui, c'est une question assez épineuse en fait. Mais on peut dire que le mentorat se caractérise par le partage d'expérience. Donc c'est ça qui est important.
versus le coaching, puisque le coach, évidemment, ne partage pas sa vie, son vécu. Et en particulier, quand on voit dans le mentorat d'affaires les mentors rémunérés, on leur demande particulièrement, bien sûr, ils bénéficient d'une formation, mais ce n'est pas une formation longue comme les coachs, donc ils ne sont pas des coachs professionnels, ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui ont une culture entrepreneuriale, qui ont beaucoup de bouteilles, et à qui on donne une formation pour avoir la bonne posture du mentor qui d'abord partage son vécu et se tient aux côtés de son entrepreneur pour co-construire avec lui, l'accompagner sur son chemin. Donc la définition, elle reste la même. Voilà, la rémunération, elle est en fait dans le cadre de ce cabinet, elle est liée à une certification qu'on a évoquée, qui s'appelle Mentor 7. Et il faut savoir que ce type de mentorat n'est pas encore très développé. En fait, c'est une pratique émergente qu'on a identifiée en faisant cette étude. Et bien sûr, il y a du mentorat d'entrepreneurs qui est entièrement bénévole, comme par exemple le MoveJ qui est en partenariat avec Mentorat Québec. Excellent. Puis ici, on avait aussi une question donc de Mélanie Carton. Donc, deux questions de mon côté. Y a-t-il des structures de référence dans le mentorat dans des pays non occidentaux, en particulier parmi les PMA? Et quels sont les apports concrets de la formation des mentors? Quel est son contenu? Les pays les moins avancés, c'est PMA. Alors, pays... ouais, peut-être qu'il faut regarder parmi les pays, regarder sur le site de NCC Global, peut-être Manel, si tu veux le mettre dans le chat, regarder s'il y a des ressources dans les pays qui sont évoqués ici, parce que quand même NCC Global est implanté dans 26 pays. Et par exemple, la Turquie est assez en avance et a développé des programmes de mentorat pour les femmes entrepreneurs et les femmes chefs d'entreprise. Voilà, c'est un exemple. Il y a aussi pas mal de choses en Espagne et il y a d'autres pays aussi. Peut-être que Manel pourra compléter. Alors, si je reprends juste l'exemple de la Turquie, par exemple, la Turquie est très, très avancée en termes de mentorat. Ils ont aussi un programme de certification de mentorat qui est en cours. Il y a pas mal de formations de mentorat aussi qui se développent aujourd'hui, que ce soit en turc ou en anglais. Dans les pays du Maghreb aussi, on retrouve cette notion de mentorat, mais qui est très visible dans un périmètre plutôt entrepreneurial. Et parfois scolaire, mais surtout entrepreneurial, pour accompagner le développement de l'entrepreneuriat qui prend un essor sans précédent dans les pays en voie de développement. Et vous pouvez, je vais partager avec vous le lien direct de EMCC Global. Vous allez trouver pas mal de références en termes de mentorat. Et si vous souhaitez avoir plus d'outils, je dirais, il y a souvent aussi des événements de partage, que ce soit des colloques ou autres, où vous allez trouver des tables rondes, des personnes qui vont vraiment vous donner des clés pour mettre en place un mentorat réussi, pour aussi comment construire ou monter sa propre formation, ou même parfois on peut retrouver même des templates de formation qui sont déjà développés, donc ça peut vous aider éventuellement si vous le souhaitez. Sur la formation, ce qu'on peut dire, ce qui est le plus important en fait, à quoi ça sert, quels sont les apports concrets, là je lis la question dans le chat, c'est une question de posture, beaucoup plus que d'autres choses. Donc c'est comment est-ce que je me mets non pas en surplomb par rapport au mentoré ou comme un rôle modèle, mais comment est-ce que je marche à ses côtés en m'adaptant à ses besoins, à son rythme. Donc, et dans une bonne relation mentorale, on dit que c'est une relation d'égal à égal, d'adulte à adulte. Et c'est le mentoré, ça paraît contre-intuitif, mais pour moi, c'est le mentoré qui conduit le mentorat. C'est le mentoré qui conduit la relation mentorale parce que c'est lui qui a ses besoins, c'est lui qui a ses questions, c'est lui qui a ses doutes. Et un accompagnement mentoral, ce n'est pas un accompagnement sur un élément ou une compétence. C'est aussi un accompagnement qui est transversal et qui est plus global en fait.
On parle beaucoup de la dimension réflexive du mentorat, donc ça booste, ça renforce cette qualité de réflexivité dans le sens où le mentor, dans son côté, il aura cet effet miroir où il va se rappeler de son parcours, il va orienter, il va être dans la bienveillance, dans l'écoute active, et de l'autre côté, le mentoré aussi, il va avoir cette dimension réflexive où il sera dans l'auto-questionnement par rapport à ses cultures, par rapport à ses croyances, par rapport à ses propres valeurs, et par la suite, il va pouvoir projeter cela pour prendre des décisions. Donc, on trouve cette dimension de prise de décision qui est très importante chez les mentorés en général, et la pratique mentorale, elle renforce cette qualité. Je réalise, Guillaume, qu'on a oublié la question de Bruno Rousseau. Ah, oui, oui. Donc, peut-être y aller rapidement parce que ça va, je vois qu'il est déjà 13 heures, puis il y a tout l'aspect de collaboration future qu'on aurait voulu aborder. Puis on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt, même vous avez des partenariats peut-être même potentiels à Dijon. Là, il y a des questions. Je les laisserai vous contacter directement là, pour voir l'accompagnement possible, mais peut-être répondre rapidement à Bruno et puis on pourra terminer avec la collaboration peut-être future. Alors, très, très brièvement, il n'y a pas forcément de spécificités culturelles qui vont changer la pratique mentorale. On va plutôt partir d'un contour, d'un cadre de référence qui est commun, que ce soit dans un périmètre européen ou international. Le MCC, ce n'est pas uniquement européen, c'est vraiment international. Et ce qui va faire la différence de temps en temps, c'est dans la posture. Parce que la posture d'égal à égal ou la notion de bienveillance, elle est différente en fonction de la culture parfois. Il y a des mots, par exemple, en français qui n'ont pas forcément la même connotation en anglais. On ne dit pas mentorer, on dit mentorer en France, on ne dit pas protéger. Alors qu'aux États-Unis, ça sera plutôt protégé, mentor et un protégé. Donc, il y aura ces spécificités culturelles qui ne vont pas changer la posture fondamentale du mentorat, mais qui vont plutôt la compléter. Donc, à partir du moment où vous avez un cadre de référence, on part de ce cadre de référence et après, on pourra compléter avec les spécificités culturelles et sociales et sociétales. Merci, merci Manel. Puis, c'est ça, moi, peut-être, je sais qu'on a dépassé un peu l'heure, mais s'il y a des gens qui veulent peut-être rester quelques instants avec nous, mais je trouve que j'aimerais juste quand même conclure avec c'est ça, l'idée de pouvoir peut-être voir un peu les formes des avenues de collaboration futures potentielles. Puis surtout que la partie qui était, je trouve qui était aussi très intéressante, inspirante, c'est toute la nouvelle stratégie nationale qui est devenue une politique. Je sais que, en fait, dans les gens qui étaient présents, il y avait des gens de Service Québec et puis on est aussi financé à travers l'accélérateur par le secrétariat à la condition féminine du Québec. Donc c'est des choses que je pense qui peut être intéressant de voir comment on pourrait éventuellement au Québec d'avoir une stratégie peut-être un peu plus on va dire, je ne vais pas dire globale, mais nationale ou encore qui est plus commune, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui poussent et qui essaient de faire grandir le mentorat, mais éventuellement, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'inspiration, puis surtout de comment mettre ça en place, parce que c'est évidemment, comme Jennifer l'a souligné, ça a été très rapide. Alors, je pense qu'on va voir comment on peut avoir un peu les mêmes pratiques pour être capable d'arriver au même résultat. Jusque-là, on considère que c'est vous qui êtes notre modèle. Il faut quand même qu'on vous le dise. On considère que vous êtes beaucoup plus avancé sur beaucoup de sujets. Tout à fait. Le co-développement, ça vient de chez vous. La médiation, ça vient de chez vous. Le mentorat vient de chez vous. Donc, Moi, ma toute première conférence académique, c'était à McGill, donc c'était à Montréal. Et je suis partie là-bas pour présenter les études de mon article sur le mentorat, mais ça vient de chez vous, essentiellement. Et on a juste intérêt à continuer à échanger comme ça, hein, parce de toute évidence, on apprend les uns des autres. Alors, la liste de souhaits, Guillaume, donc moi, j'aimerais tout de suite transmettre un souhait de la présidente de Mentorat Québec, Marianne Lefebvre, qui aimerait que j'évoque pour vous notre forum au mois de janvier. Donc, le mois de mentorat, c'est janvier. Et puis, Mentorat Québec organise toujours un forum ou l'équivalent. Et puis, elle, comme nous, serait ravie de faire une collaboration avec EMCC
France, soit des conférences virtuelles ensemble, ou bien si nous sommes à moitié en présentiel, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il y a sûrement, ben, on a vu aujourd'hui, juste dans la discussion, 4-5 sujets qu'on aurait aimé tout de suite approfondir. Avez-vous des questionnements sur le Québec qui vous interpellent particulièrement? Si oui, n'hésitez pas. Alors, peut-être une question en termes de spécificité culturelle. Qu'est-ce que vous pensez, comme ça, à chaud, quelle est la spécificité culturelle qui serait différente en matière de mentorat entre la France et le Québec? C'est une question justement qu'on a... Vas-y, Guillaume. Non, j'allais dire, à part le choix des termes. Non, vas-y, Jennifer. Oui, donc ce que j'aimerais mieux comprendre pour pouvoir répondre à la question, Manel, c'est un petit peu notre composition démographique. Parce que le Québec, ça continue à être une terre d'immigration. On accueille le Canada, accueille jusqu'à 300, ben, avec le COVID, c'est différent, mais avant, on accueillait entre 250 000 et 300 000 immigrants par année. C'est énorme. Donc, en fonction de notre démographie, le mentorat peut changer en fonction de nos entreprises, des industries qu'on développe. Montréal, par exemple, c'est un pôle de développement pour le tech. Donc, on a beaucoup de programmes de mentorat pour des techies entre 20 et 30 ans, hein, qui ont des besoins spécifiques. On en a moins pour... là, vous avez évoqué des jeunes 22% des jeunes qui sont sans emploi. On n'a pas ce phénomène-là. On a des jeunes sans emploi, mais pas à cette hauteur-là. Donc, les déclinaisons du mentorat en fonction des besoins. Effectivement. Donc, ben, c'est ça. Alors, je pense qu'il y a plusieurs aspects comme ça qui pourront être échangés là, ben, de cogiter sur comme quelle forme on pourrait aborder lors du forum du mentorat, mais aussi, je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs intérêts de la part de différentes parties de la francophonie. Fait qu'on pourrait voir comment même avoir élargir la collaboration, même pas juste Québec-France, mais de pouvoir voir comment il pourrait avoir ratissé plus large et puis aussi faire un mouvement francophone du mentorat. Alors, ben, je pense que je vais en profiter là, pour dire le mot de la fin, puis, parce qu'on a dépassé là, mais ce que je vois, c'est qu'il y a quand même, la plupart de nos participants sont restés, donc c'est ce qui démontre quand même un intérêt marqué. Puis, donc, je voulais vraiment vous remercier, là, premièrement, Dr. Manel Dardouri et Catherine Thibault là, de votre présence. Puis je sais que pas si tard, mais il est quand même plus tard chez vous aussi. Donc, vous avez eu votre journée de travail. Et donc, je trouve que c'est vraiment... ça a été très enrichissant et c'était une belle façon de conclure là, notre programmation pour la saison là, qui se termine avec l'Assemblée générale la semaine prochaine, pour ceux qui veulent se joindre. Et donc, on sent que il y a de plus en plus de mouvements. Il y a 2 semaines, on en a parlé avec Mentor Canada et aujourd'hui, c'est avec des collaborateurs en France. Donc, on sent que ça bouge beaucoup. Donc, on voudrait vraiment propager ce type de collaboration-là. Et donc, je vous remercie beaucoup. Jennifer aussi d'avoir animé cette belle discussion-là. Puis, je pense qu'on a commencé à aborder, mais on sent qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être plus, comment dire, aller plus en détail. Alors, je pense que ce n'est qu'une première. Et donc, je vous remercie à tous et à toutes. Et ben, on vous revient avec une programmation enlevante à partir du mois de septembre à l'automne. Donc, merci beaucoup à tous et bonne fin de journée. Merci. Merci de votre accueil. Ah ben, on a mis l'adresse à laquelle écrire, l'adresse de mail à laquelle écrire si on a besoin de conseils, de contacter EMCC Mentorat. Excellent. Ben, merci. Puis, on voit qu'il y a un intérêt de la part du Burkina, donc je vais laisser soit nous contacter directement ou nos intervenantes. Là, on pourra répondre plus directement aux questions. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir.